Salut, c'est JF. Bienvenue à Sauvage comme une image, une émission qui est dédiée aux amoureux de la photographie. Cette semaine, je reçois quelqu'un qui se spécialise dans les photos d'oiseaux et qui fait aussi du paysage. Cette semaine, je reçois François Beauregard. Salut, François. Enchanté. Bienvenue. Fait que comme ça, j'aimerais ça que tu nous mettes un peu dans le bain. C'est un peu une spécialité de faire des oiseaux. Moi, je trouve personnellement que c'est une spécialité parce que c'est quelque chose, j'en arrache beaucoup en faisant ce genre de photos-là. Fait que pour le bénéfice des gens à la maison, j'aimerais que tu nous dises comment tu as commencé dans la photographie et qu'est-ce qui t'a amené à faire de la photographie d'oiseaux. Bien, moi, j'ai commencé très jeune à faire de la photographie. J'étais au cégep, puis j'ai eu la piqûre de ça. La première fois, je suis rentré dans une chambre noire. Puis j'ai vu ma photo apparaître après avoir mis le papier dans le révélateur. Puis ça a été comme un coup de foudre, là. J'ai fait beaucoup de photos noir et blanc à cette époque-là. Puis j'avais mis ça un peu de côté, mais 5 ans avant ma retraite, je me suis mis à faire de la photo, puis je me suis dit, ça va être mon projet de retraite. OK. Fait que maintenant, je fais ça 3 fois par jour. Je fais aussi des contrats pour la photo corporative, là. OK. Puis, il y a à peu près 4 ans, j'ai acheté un téléobjectif. Puis, je suis allé en derrière de chez moi. Puis, j'ai photographié un jaseur d'Amérique. Ce sont des très beaux oiseaux. C'est un oiseau remarquable. Je me dis, c'est intéressant, la photo d'oiseau. Fait que là, j'ai commencé à me renseigner sur les techniques parce que la photo d'oiseau, c'est très technique. Ça prend des bons équipements, là. Je sais qu'il y a des photographes qui disent que c'est pas l'équipement qui fait le photographe, là. C'est vrai peut-être pour la photo de rue, mais quand on arrive à la photo d'oiseau, il faut de l'équipement un peu spécialisé si on veut faire quelque chose d'intéressant. Oui, absolument. Fait que ça fait à peu près 5 ans que j'en fais. Je vais régulièrement sur les sites comme, je ne sais pas si vous connaissez eBird. Oui. C'est une base de données internationale, puis ça nous permet de savoir la veille ou les journées d'avant quelles observations ont été faites. Parce que les ornithologues, ils vont là, puis ils disent, bon, ben là, j'ai vu un canard colvert, j'ai vu un hâle couronné, ou j'ai vu une chouette laponne. Donc, ça nous donne un indice que peut-être on va faire ces rencontres-là. Voilà. Je ne vais pas au hasard. Donc, je me fie à ces bases de données-là pour avoir des sessions de photos plus productives. Il y a quand même des endroits où on est pas mal sûr d'avoir des animaux ou d'avoir des oiseaux. J'ai regardé tes photos, justement, je regarde l'île de Saint-Bernard. On va rentrer dedans avant longtemps, dans la période où il y a beaucoup d'oiseaux. C'est sûr que si tu en cherches un en particulier, ça ne veut pas dire que tu vas le voir cette journée-là. Exactement. Mais tes chances de faire de la photo d'oiseaux sont quand même assez bonnes. Oui, à l'île Saint-Bernard, là, je pense qu'il y a 235 espèces d'oiseaux qui ont été répertoriées. Puis là, on arrive dans la période de la saison des amours. Puis là, c'est vraiment intéressant parce que les mâles prennent des couleurs pour séduire la femelle. En plus, ils chantent beaucoup plus pour la parade nuptiale, pour attirer la... Fait que, puis ils vont bouger davantage. Et l'autre élément qui est intéressant, c'est qu'au mois d'avril, les feuilles ne sont pas encore sorties. Donc, les bourgeons sont colorés, mais les feuilles ne nous cachent pas les oiseaux. Fait que tu as le meilleur des deux mondes, finalement. C'est le meilleur des deux mondes. Les oiseaux. Avril-mai, là, pour faire de la photo d'oiseaux, c'est fantastique. C'est vraiment... Ouais. Et ce que je trouve aussi phénoménal, c'est de la façon dont vous fonctionnez, vous autres. Quand je dis ça, je prends une certaine distance. Les gens qui photographient les oiseaux parce que vous vous aidez. Souvent, dans d'autres types de photos, les gens gardent leur secret. Tandis que vous autres, moi, je vais souvent consulter des forums puis tout ça. Puis là, il y a comme une alerte générale. On a vu telle sorte d'oiseau à tel endroit au lieu qu'il y ait une personne qui le photographie. Vous passez vraiment les informations d'un à l'autre. Je trouve ça vraiment bien. Oui, c'est tout à fait exact. Il y a comme un genre dans la communauté des ornithologues, mais je ne suis pas un spécialiste, là, je suis un ornithologue amateur. Les gens sont très généreux de leur information. Ça crée aussi des petits problèmes parfois parce que il va y avoir trop d'oiseaux, trop de photographes qui vont aller photographier, par exemple, un hibou. En même temps. Puis il y en a qui respectent pas les distances. OK. Parce qu'il y a une éthique par rapport aux oiseaux, là. On ne veut pas trop les troubler dans leur environnement. Donc, il faut garder certaines distances, mais parfois, les gens, pour faire un plein cadre, ils s'approchent
Donc, il faut quand même une certaine éthique, là. Une autre affaire aussi que j'ai remarqué, puis moi, je suis vraiment contre ça, c'est l'appâtage. C'est-à-dire de mettre des appâts pour attirer les oiseaux. L'hiver dernier, j'étais allé sur l'île d'Amherst et puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui attiraient les harfans des neiges avec des souris, des mulots, des choses comme ça. Moi, c'est quelque chose que je me dis, ça n'a aucun bon sens. Je pense que les gens ne comprennent pas toute la portée de ça. Comme pour les harfans des neiges, ce qui va arriver, c'est que l'oiseau, s'il mange 15, 20 souris, il ne sera plus capable de voler. Fait que d'un coup sec, il vient à la portée des coyotes et des renards. Fait que en pensant faire quelque chose de bien parce que tu veux la photo, ben ça se peut que tu tues cet oiseau-là de façon indirecte. J'imagine que c'est un peu la même chose pour vous autres. Absolument. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de beurre d'arachide, il n'y a rien, c'est du tel quel. C'est ça. L'appâtage, pour moi, je fais jamais ça. Parce qu'après ça, les harfans, ils peuvent te suivre aussi. Parce que là, ils ont pris l'habitude de se faire nourrir. Et puis là, ils peuvent frapper des camions. Non, moi, j'utilise jamais ces techniques-là. On garde ça le plus possible au naturel. Puis on garde, comme tu dis, une distance qui est saine pour l'espèce. Ça, c'est l'autre affaire aussi. Je voyais les gens courir après les oiseaux. Si l'oiseau a choisi tel endroit, c'est qu'il y a une raison à ça, là. Exactement. Fait qu'il faut faire Surtout attention. pendant la période de nidification, on ne veut pas trop les troubler. Les déranger. Mais avec, je dirais, les années puis la connaissance, on sait qu'il y a certaines espèces d'oiseaux qu'on peut approcher et puis que ça ne dérange pas. Comme les pics, par exemple, c'est étonnant. On peut être à 2 ou 3 mètres d'un pic si on porte pas de la couleur rouge, puis si on fait pas trop de bruit, on va prendre des photos. Mais c'est comme la photo remarquables. animalière, on essaie de se confondre avec l'environnement C'est ça. le plus possible. Mais il y a des oiseaux comme les parulines, par exemple, ils sont tout petits. On ne peut pas les approcher d'aussi près. Donc, chaque oiseau a un peu comme, je dirais, sa zone de confort. Puis avec les années, on finit par dire, telle espèce, si je m'approche trop, elle va s'envoler. Oui. Tu fais aussi de la photo de paysage. Oui, absolument. Parce que j'imagine que le fait d'être à l'extérieur, les animaux et le paysage, ça va ensemble. Absolument. Pour moi, c'est le contact avec la nature. La photo, c'est aussi un prétexte pour être dans la nature. J'aime être dans la nature très tôt le matin, à 6 heures, quand il n'y a pas grand monde, voir la lumière se lever, ou bien à l'heure bleue ou au coucher de soleil, évidemment. Ça reste les plus belles lumières à photographier aussi. Ouais. Fait que le fait qu'il n'y ait pas personne, c'est un plus aussi. Oui. J'aimerais qu'on puisse commencer à regarder tes photographies. Absolument. Fait qu'on va commencer par la première. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise dans le désert de Mojave, en Californie. C'est le parc national de la Vallée de la Mort. Et ça s'appelle Zabriskie Point. Et il y a d'ailleurs un film qui a été fait par un réalisateur italien, Antonioni, à cet endroit-là. C'est un beau décor. C'est un décor assez extraordinaire. C'est là, tu peux me corriger, mais qu'on a fait beaucoup de western aussi. Absolument, hein? C'est ça? absolument. Mais tu vois, pour faire une photo comme celle-là, j'avais été avant voir avec Google, puis sur du repérage. Du repérage. Souvent, les gens me disent, t'es chanceux, t'arrives toujours Au bon moment. au bon moment, à bonne place, à la bonne lumière. Non, non. Tu crées ta chance. Oui, voilà. Il y a un peu, le facteur chance est là, mais disons qu'on met les éléments de côté pour réussir. Aujourd'hui, on a tellement de choses qui peuvent nous aider. Moi aussi, j'utilise beaucoup ces logiciels-là, Google Earth, et l'autre pour la lumière est fermée. En tout cas, qui te donne le soleil à toute heure de la journée, puis tout ça. Fait que quand tu commences à tout mélanger ça, bien, tu mets chance de ton côté. Moi aussi, j'entends ça. Ah, t'es chanceux. Oui, sauf qu'il y a du travail derrière l'image. Exactement. Tu sais que tes chances sont bonnes à telle heure de te retrouver devant une scène comme ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les trépieds parce que c'est lourd et tout ça. T'sais. Mais moi, ce que je trouve de l'intérêt du trépied, là, même si c'est encombrant, c'est que ça te force à prendre le temps de faire ta composition. Oui. Parce que souvent, à main levée, on prend beaucoup de photos comme ça. Puis, l'horizon n'est pas droit. Il y a des éléments perturbateurs dans la photo. Tandis que quand tu le mets sur trépied, on dirait que ça te calme un peu comme... oui, tu prends plus le temps. On prend plus le temps de faire la composition. Tu sais, il ne faut pas se le cacher, ta photo va être beaucoup plus nette aussi. Oui, absolument. Puis comme tu peux voir sur cette photo-là, l'horizon est à peu près au tiers supérieur. Tu vois, l'erreur des débutants, c'est de mettre l'horizon au centre. Oui.
Et puis l'autre chose aussi, que quand tu travailles avec un trépied, que je trouve très le fun, c'est que là, tu peux travailler avec des expositions qui sont beaucoup plus longues, Voilà. donc avoir beaucoup plus de profondeur dans ton image. Oui, et puis tu peux créer du mouvement si tu es sur le bord Aussi. de la mer. L'eau, elle devient comme très fluide. Laiteuse. Laiteuse, et puis ça fait des photos vraiment fantastiques. Qui sort de l'ordinaire, justement, de la photo que tu as débarqué de l'autobus, clic, puis qu'on remonte. Voilà, oui. On va y aller avec une autre. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise au Bic. Si jamais vous allez dans ce coin-là, là, ça, c'est la pointe aux Anglais. Ça s'appelle la pointe aux Anglais. Je suis resté là à peu près 1 heure pour faire cette composition-là et j'étais dans la boue. OK, à marée basse. Parce que les gens, t'es ils pas pensent... dans le stationnement, là, Je suis en pas dans le arrière, c'est stationnement ça. à sortir de mon auto. Non, non, non. On a travaillé. On a travaillé pour se rendre là. Et puis, tu vois, encore, j'ai respecté la règle des tiers en mettant mon point d'intérêt. Si on divise ça comme un tic-tac-toe, les 4 points de rencontre des droites sont des sujets d'intérêt. Alors, j'ai mis le soleil là, mais je me suis aussi mis assez bas parce que je trouvais que les sillons m'amenaient vers mon sujet. Les lignes, oui. Les lignes directrices. Ça, c'est très important en photographie de paysage, d'avoir des lignes directrices qui nous amènent, des lignes de fuite qu'on appelle, qui nous amènent vers le sujet principal. Puis dans cette photo-là, j'ai gardé un individu à droite pour donner une certaine dimension à la photo. Ça, j'aime bien ça aussi. Et ce que j'aime, c'est que tu travailles avec F16 en montant parce que ton soleil t'a gardé des beaux rayons avec une bonne ouverture pour ça. Et puis, le jeu de couleurs aussi est super le fun. On s'entend que ta lumière là, est vraiment belle. Oui, oui. Juste à titre informatif, est-ce que tu travailles beaucoup tes photos avec Lightroom ou Photoshop? Je travaille mes photos avec Lightroom beaucoup. OK. Puis avec toute la suite Nik Google, mais qui maintenant qui a été racheté par DxO Photolab. Qui est encore gratuite, je pense. Non, non, puis maintenant, c'est fini? Tu peux avoir C'est que Google a fait un logiciel qui s'appelle Snapseed, que tu peux utiliser sur ton iPad. OK. Puis ça, c'est un dérivé de la suite Nik de Google, mais ils viennent de vendre toute la suite Nik à DxO. Et DxO Photolab, moi, je l'utilise surtout parce que c'est des experts de la réduction du bruit numérique. Oui, ils sont très bons là-dedans. Voilà. Parce que ça, c'est mais j'utilise toujours Lightroom. Oui, parce que parfois, la lumière que tu reçois du ciel par rapport à la lumière que tu as du sol, l'écart est tellement grand, la plage dynamique est tellement grande que ton capteur n'est pas capable de la prendre. Pas à le faire. Fait que, ou bien tu es pris pour faire un HDR, faire 3 photos à expositions différentes, les fusionner. Puis moi, je trouve que ça ne fait pas très naturel. Non. J'aime pas tellement ça. Ici, c'est pas du tout un HDR, mais ça a été retravaillé dans Lightroom. Mais c'est justement parce que j'ai débouché les zones, puis j'ai un peu diminué les hautes lumières. Non, mais j'aime ça parce que aussi, toi, tu étais sur place, fait que tu le sais ce que ça avait l'air. Fait qu'avec un logiciel, je trouve que tu es capable de reproduire ce que tu as vu que ce que la caméra a décidé, elle, de prendre. Le danger avec les logiciels de retouche, c'est de faire trop de retouches. Une coche de trop. Oui. Tu sais, tu regardes la photo et tu dis « Ah, ça a été retouché. » Bien, si c'est ça, ton commentaire, c'est que tu as été trop loin. Oui. Moi, souvent, je fais ma retouche, après ça, je reviens. Un petit peu, t'en enlèves. Moi, c'est un des conseils que je donnais. Mettez-en toujours un petit peu moins, parce que les gens, sinon, ce qu'ils vont voir, c'est seulement les défauts. Ça n'a pas d'allure, un ciel comme ça n'a pas d'allure. Et ils oublient l'ensemble de la photo. Et sur cette photo-là, je pense que... c'est naturel. On peut dire que c'est naturel. Oui. On va y aller avec une autre. Ah, c'est encore au même endroit. Tant qu'être dans le bout. Tant qu'être dans le bout, j'en ai pris plusieurs. J'en ai d'autres aussi où ce que je trouvais intéressant, c'était les zones où il y a de l'eau. Et on voit les nuages qui se reflètent dans les mares d'eau. Oui. Encore là, on a les lignes de fuite, la composition, j'ai respecté à peu près la règle. Avec une belle diagonale aussi avec tes arbres qui t'amènent encore vers le soleil. Oui, les diagonales, c'est très important en photo. Ça donne beaucoup de dynamisme. Puis j'aime bien ton côté chaud-froid aussi. Je trouve que c'est bien mêlé. On se sent sur place. Au niveau des couleurs, là, le bleu puis les couleurs jaunes, orangées font un beau contraste. Ça envoie une belle émotion au spectateur. Quand tu te ramasses dans des endroits comme ça, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce que tu fais de spécial? Parce que là, on parle d'embout, il faut que tu traînes ça, parce qu'on s'entend que quand je regarde ton équipement, c'est quelque chose à trimballer. Est-ce qu'il y a une façon de fonctionner pour pas caler, pas perdre tes affaires, ton trépied, de le mettre droit? Je veux dire, tu te donnes la misère. Oui, c'est clair. Mais pour la photo de paysage, je n'ai pas ce téléobjectif-là, évidemment. J'ai un grand angle habituellement. Ben oui, on essaie de ne pas trop s'enfoncer dans la boue. Là, parce que tu prends des chances.
Ouais. Tu sais, tu peux te mettre à caler, tu peux te mettre... Oui, mais là, c'était assez sécuritaire. Quand OK. même. Ouais. J'aimerais ça, justement, vu qu'on parle de ton équipement, que tu nous dises un petit peu, grosso modo, qu'est-ce que tu nous as amené ici? OK. Alors, bon, ben l'appareil qui est en arrière, c'est un Nikon D500. OK. Ça, c'est un appareil assez professionnel, Oui. dont le principal avantage, c'est d'avoir une mémoire tampon incroyable. OK. Fait que quand tu y vas en rafale... Quand je vais en rafale, je peux appuyer sur le déclencheur, puis je vais prendre 200 images avant que la mémoire tampon soit pleine. On s'entend que la on s'entend plupart que c'est du temps, beaucoup tu vas trop. lâcher avant. C'est ça. L'intérêt d'avoir un appareil comme ça, c'est que quand tu prends un oiseau en vol, comme un balbuzard pêcheur, Oui. qui va descendre puis qui va pêcher sa proie, avant, j'avais un Nikon des 5100, 5200, puis ma mémoire tampon, elle venait pleine à peu près à 6 ou 7 images. Parce que là, on s'entend que tu es en RAW, tu n'es pas en JPEG. Moi, je suis toujours en RAW, puis je OK. fais une copie en JPEG. OK. Ah, tu fais les deux en plus, OK? Je Tu fais les sépares deux. tes cartes. OK. Oui, j'ai 2 cartes, puis je les sépare. L'autre intérêt de cet appareil-là, c'est que l'autofocus continu est très efficace. Puis en photo d'oiseau, c'est important parce qu'il se déplace. Donc, si tu as un appareil d'entrée de gamme, ben ça va être très difficile de faire des photos d'oiseaux en mouvement. D'avoir l'œil correct et non le bout de l'aile qui est en Ouais. focus parfait. Parce que photographier un oiseau qui est fixe sur une branche, N'importe quel appareil, même un téléphone. c'est pas mal plus facile que de le prendre en vol ou de prendre des oiseaux qui sont en interaction les uns avec les autres. C'est vrai qu'à ce moment-là, ça prend un bon équipement. Puis la lentille, c'est un 200-500 mm. Il y en a des... C'est du milieu de gamme, c'est pas du très haut de gamme, mais ça fait quand même un excellent travail. Et puis, Le poids, oui, bien, c'est lourd. C'est lourd. parce que là, il faut ajouter le trépied, il faut Le- ajouter... tu as pas mal de choses aussi avec Le ton... support, le support. flash. J'ai un trépied en fibre de carbone, mais même à ça, je me promène avec à peu près 13 kilos sur le C'est à dos. peu près ce que ça donne, le kit que tu as là? Oui, À peu près. entre 13 et Ouais, 15 c'est kilos. raisonnable. Ça nous garde donc, en forme. ben, ça nous garde en forme. Et puis, j'ai un support pour mon flash. Ça, c'est pour éviter les yeux rouges. Donc, pour sortir mon flash de l'axe. De l'axe, OK. Parce que après ça, on passe trop de temps à corriger les yeux des oiseaux Ce dans qu'on peut Photoshop. éviter à la prise de Ce photo. qu'on peut éviter à la prise de photo. Les gens à la maison vont se dire, ben là, t'es dehors, t'es en plein jour, qu'est-ce que tu fais avec un flash? Ben, c'est parce que souvent, même si on est en plein jour, si on est en forêt, la luminosité n'est pas toujours là. OK. L'autre élément, c'est que moi, j'utilise le flash, mais pas à pleine puissance. OK. Juste pour donner souvent un punch à la couleur. Ou déboucher les ombres, j'imagine. Déboucher les ombres. Par exemple, si je photographie un cardinal à poitrine rose, qui est un animal magnifique, si j'utilise parfois sans flash, puis après ça, je mets le flash, le rouge va être plus pétant, ou si je prends un chardonneret, le jaune va être plus pétant avec le flash. Ça sature les couleurs, Ouais. finalement. Fait Puis ça ce que t'en j'ai donne au un peu bout de mon plus. flash, ça s'appelle, je ne connais pas le mot français, mais ça s'appelle un better beamer. Ça prolonge la portée du flash. OK. Au lieu d'avoir une portée de 3 mètres, ben, j'ai une portée de 6 mètres. OK. Donc, ça me permet de photographier des oiseaux qui sont plus Plus distants. loin, puis de garder une saine Puis distance de garder une entre saine toi distance et pour l'oiseau, respecter l'intimité de l'oiseau. mais d'aller chercher quand même ta lumière en bout de ligne. Voilà. Point de vue purement technique, est-ce que c'est plus difficile de travailler avec ça et d'arriver à une bonne exposition ou à un moment donné, c'est pas mal toujours pareil? Parce qu'on sait que les flashs ont tendance à tomber, puis il faut trouver le point de chute parce que des fois, on est déçu. On pense qu'avec le flash, c'est illimité, mais on s'aperçoit que ça tombe quand même assez rapidement. Oui, bien, moi, j'ai des réglages automatisés. OK. Quand je vais faire de la photo d'oiseau, là, c'est pas le temps de regarder c'est quoi mon ouverture, c'est quoi ma vitesse, c'est quoi mon ISO, est-ce que je les mets en rafale, est-ce que j'ai automatisé ça sur l'appareil. J'ouvre mon appareil, comme dans le Nikon. OK. Les autres compagnies ont leur façon de faire, mais tu as U1, U2, par exemple. Et puis là, tu peux décider, bon, ben, en ouvrant l'appareil, il va être à 1 1250 de seconde. OK, tu m'as fait peur pour 2 secondes. Je pensais que tu mettais en mode automatique. OK, c'est Non, non, je suis vraiment toujours pas... en mode... Non. Manuel, OK. Je suis en mode manuel, OK? OK, mais À tes settings sont 5.6, gardés. Puis, je mets auto-ISO pour les oiseaux. Oui, C'est parce que lui va décider de ce qui est le mieux à ce moment-là. Voilà. Puis mon flash, je le mets la plupart du temps en TTL, mais -1 ou -2. Tu vas couper. OK. Ouais.
parce que ça me permet une recharge plus rapide, puis l'intensité du flash est moindre. Parce Ça que paraît à moins que tu utilises un j'aime flash. pas qu'on regarde la photo d'oiseau et on dise « Ah, il a utilisé un flash. Oui, c'est vrai que ça enlève un peu du charme. Ouais. Justement, parlant de tes photos d'oiseaux, on va en regarder quelques-unes. Ah, Et là, parlant d'un oiseau, c'est... on avait une photo d'un renard. Ça, c'est une photo d'un jaseur boréal. Et puis, je trouve l'intérêt de cette photo-là, c'est qu'on le voit en train de s'alimenter. Et puis, l'oiseau a pris le fruit, il l'a lancé comme ça avec son bec dans les airs, puis il a ouvert. Puis moi, j'ai pris 5 photos En rafale. puis je l'ai eu comme ça, le bec ouvert. Normalement, j'aurais laissé plus d'espace à gauche. Devant. Oui, pour le regard de l'oiseau. Mais là, il m'a un peu pris par surprise. Là. Il est arrivé sur les fruits, et puis j'ai pris ça comme ça. Je te dirais le fait que tu l'aies pris de façon verticale, ça aide aussi qu'il y ait un petit peu moins d'espace. Puis tu as 2 belles lignes qui nous amènent vers l'oiseau. Fait qu'on n'est pas porté vraiment à aller vers l'extérieur. Fait que, et veut pas, avec un beau rouge comme ça dans son bec, notre regard va directement là. Fait que, effectivement, on peut s'en sauver sur une photo comme ça. Et le rouge, il punch assez solide, merci. Oui. Bien, tu sais, comme disait, les gens ils disent « Ah, t'es chanceux. » Non, mais je suis peut-être allé 10 ou 15 fois à cet endroit-là. Ça, c'est une autre chose aussi que les gens ne réalisent pas toujours. C'est que souvent, c'est un paquet de sessions de photos qu'on tourne, retourne, la lumière pas correcte. Tel oiseau, tu l'as pas vu. Parce que c'est un peu comme ça, la photo animalière. Hein? Absolument. On arrive sur place, puis on fait avec ce qu'on a, avec les conditions qu'on a. On n'est pas en studio, là. C'est ça. Puis je reviens parfois bredouille, hein? Ah oui, ça, Tu sais, j'ai des photos d'oiseaux, mais que je trouve plutôt ordinaires, donc... Qui vont rester sur le disque dur. Qui vont rester sur le disque dur. Moi, quand mes photos sont pas belles, je les montre pas. Non, non. On va y aller avec une autre. Ça, c'est une photo d'un cormoran. Habituellement, dans les photos d'oiseaux, j'aime bien avoir les photos très épurées. Puis c'est ça qui est difficile dans la photo d'oiseau, parce qu'il y a toujours des branches d'arbres en arrière qui viennent nous distraire du sujet. Mais dans cette photo-là, je trouvais que les branches nous donnent comme une information sur l'environnement de l'animal. Ce qui est bien, de le mettre dans son environnement. Oui, ce que j'ai trouvé, c'est pour ça que je l'ai conservé. Habituellement, j'aime pas les photos d'oiseaux quand il y a trop de branchage en arrière. Puis là, on ne sait plus trop c'est quoi le sujet. Qu'est-ce qu'on regarde? C'est-tu l'oiseau ou c'est les branches, finalement? Mais ici, on voit très bien que le sujet... J'ai fait un vignettage. On voit que dans les coins, c'est un peu plus noir. Ouais. Ça, c'est un vignettage que j'ai fait dans Lightroom par la suite, justement pour diminuer... Diriger le regard. C'est ça, pour diriger le regard vers le Puis corps. je dois t'avouer que ça fait une super belle lumière aussi. Là. On Ouais. s'entend que tu as une belle lumière là-dessus, fait que ça aide aussi. Jusqu'à quel point, toi, tu es prête à accepter d'enlever, mettons, pour une photo comme ça, d'enlever des branches ou tu n'en enlèves jamais avec un logiciel? Est-ce que tu acceptes des fois de dire cette branche-là à Marshall? Oui. Je ne sais pas la sélection que tu as faite de mes photos, mais je pourrais t'en montrer que j'ai fait Tu dis ça. là, de toute façon, ça donne rien. Moi, c'est un peu comme ça, le côté artistique de la chose. De dire, regarde, là, on n'est pas aller couper à la branche, là, fait qu'on peut l'enlever de façon digitale, on va le faire. Absolument. On va y aller avec une autre. Ça, c'est une photo d'un canard colvert femelle en vol. Alors, comme je le disais, quand tu prends une photo en vol, tu es à 1/2 millième de seconde et même plus rapide. Oui. Et puis, cette tête rotative-là qu'il y a sur la caméra, je n'ai pas expliqué ça tantôt, mais ça permet de suivre l'animal en vol en ayant un mouvement qui n'est pas saccadé. Tandis qu'à c'est plus fluide. À main levée, on peut avoir un mouvement saccadé. Tandis que ça, on peut le faire pivoter comme ça et vraiment suivre tu restes dans le max aussi, fait que c'est beaucoup plus facile à travailler. Puis évidemment que tu as toujours l'avantage d'être plus net aussi, parce que justement, tu ne te promènes pas comme ça de haut en bas. Exactement. Moi, ce que j'aime bien de cette photo-là, c'est vraiment le petit bout de bec qui sort à travers les ailes. Évidemment, le fait que ça soit en mouvement et l'œil. Mais l'œil, là, qui arrive, qui est souligné par si vous prenez une photo d'oiseau et que l'œil n'est pas là, mettez la poubelle. Ben, c'est pareil pour les animaux, hein, si on ne voit pas les yeux, ben, c'est comme les yeux, c'est exactement. C'est là que ça passe. Puis tu vois, ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est justement d'avoir une distance, d'avoir de la place devant l'oiseau. Il faut vraiment essayer autant que possible d'avoir à peu près l'équivalent d'un frame quand il va rentrer, comme s'il y avait assez de place pour se diriger vers là. Voilà. Et ta règle des tiers, je pense qu'elle est très bien observée aussi. Absolument. Puis mon arrière-plan est complètement dégagé, donc c'est une photo qui est très épurée. Puis le gris bleuté de l'arrière-plan vient mettre en valeur le bleuté, le bleu mauve du plumage. Oui.
Puis l'orange aussi, on s'entend. Oui, voilà. Oui. C'est une très belle photo, ça. On continue? Ah, ça, j'ai fait une série de photos, j'en ai une cinquantaine. C'était un matin, ça, c'est au parc de la Frayère à Boucherville. Il y a un marais, là. Mm-hmm. Et puis, les matins, c'est absolument extraordinaire. Et là, il y avait un couple d'aigrettes là, qui était à la pêche. Et donc, le matin, il n'y a pas de vent. Fait que l'eau est... L'eau est lisse, alors les reflets sont plus intéressants. C'est un parti pour ça que je tu y vas à cette que je vais à cette heure-là. Et là, j'étais caché derrière les phragmites, là, des genres d'herbages. Mm-hmm. Puis j'ai utilisé ces herbages-là en avant-plan pour créer un flou. Parce que dans une photo, quand on regarde une photo, l'œil se dirige toujours du flou vers le net. Mm-hmm. En créant un flou autour de mon sujet, l'œil s'en va tout de suite vers le sujet. Et là, j'ai fait un noir et blanc de cette photo-là parce que c'est rare en photo d'oiseau parce que habituellement, les oiseaux sont colorés. Mm-hmm. Mais dans le cas d'une aigrette qui est blanche, je trouvais que La l'utilisation couleur, du noir et trop. blanc se justifiait. Moi, j'aime bien aussi là-dessus le fait que tu t'aies fait la réflexion de cette façon-là en la décalant. Il y en a qui ont tendance à la mettre plein centre. Oui. Encore là, tu as gardé une bonne distance et le blanc, c'est super le fun que ça remplisse ce côté-là. Par contre, ce qu'on peut faire quand on fait une réflexion, c'est un peu comme tu as fait. On peut diviser l'image moitié-moitié ou à Oui, peu près. tout à La fait. règle des tiers, on n'est plus obligé de l'observer ou on en fait une variante comme tu as fait. Oui, c'est une des exceptions. Si je prends une photo d'une montagne qui reflète dans un lac, je vais mettre l'horizon en plein centre. Du Justement, bon parce que cadrage. ça accentue la réflexion. Voilà, oui. Oh, j'aime beaucoup ça parce qu'en plus, il y a comme un mood dans cette photo-là. On sent qu'on Une est atmosphère. Oui, il y a Hein? vraiment quelque chose Il y qui a se comme, passe. tu sais, comme la petite magie du matin. Ouais. Là, Puis il y a un côté que je trouve là-dedans, c'est le genre de choses qu'on ne voit pas souvent, justement, parce que la plupart des gens veulent tellement avoir des photos nettes, qu'ils en oublient que des fois, justement, le fait de tout l'envelopper avec du flou, ça va accentuer ta photo. Ça m'arrive souvent de faire des photos en créant un flou d'avant-plan et un flou d'arrière-plan Justement, pour être capable de faire sortir pour ton que sujet. mon sujet ressorte. Qu'on regarde seulement ça. On va y aller pour une dernière. Alors là, c'est une aigrette qui est à la pêche avec le poisson dans le bec. Ça, c'est le genre de photo que tu peux le regarder longtemps puis décider de ne pas pêcher ou de ne pas prendre de poisson. C'est de la patience. là. Oui, mais quand même, les aigrettes sont assez gourmandes. Hein? Ah ouais? Oui. Fait que tu restes là une demi-heure, là, puis c'est à peu près certain qu'elle va... À un moment donné, à tu un vas moment avoir ta donné. photo. Ce que j'aime là-dedans, c'est que l'eau qui revole, Les elle donne du gouttelettes en dynamisme suspension. à la photo. Oui. On voit qu'il y a du mouvement là-dedans. Et je trouve que ça fait une belle histoire parce qu'on comprend tout de suite qu'il est allé chercher le poisson dans l'eau, il l'a dans la gueule, puis en même temps, bien, on a figé ce moment-là d'une belle façon. Parce que justement, les gouttelettes d'eau, moi, j'aime bien ça. Quand je peux en mettre dans des photos, Ouais. là, j'adore ça. Mais écoute, François, ça a passé vraiment rapidement. J'espère que les gens à la maison, ça va vous donner le goût d'aller photographier des oiseaux. C'est la période. Fait que sortez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça, là. Plus vous en Il y a avez, des lentilles comme ça, aussi, beaucoup plus qui font légères, l'affaire. qui font très bien l'affaire. Fait que faut pas s'arrêter au matériel, il faut vraiment y aller et vous allez découvrir tranquillement ce que vous avez de besoin et surtout ce que vous n'avez pas de besoin parce qu'on a tendance à trimballer un paquet d'affaires qu'on n'a pas de besoin puis ça, on l'apprend à la dure. Quand il faut traîner des choses comme ça, on s'arrange pour en avoir le moins possible. Fait que merci beaucoup. C'est un plaisir. Bonne semaine à vous tous à la maison. On se revoit pour la prochaine émission de Sauvage comme une image.